Et ce soir, un thème sur le couple en rapport avec la paracha. Donc voilà, Rav, quand vous êtes prêt, je vous invite à commencer. Merci infiniment à vous. Bonsoir, merci beaucoup, Nana. Et, euh, voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Et merci de l'introduction, Ilana. Et comme Ilana donc l'a dit, on va parler ce soir de la paracha. Et une leçon importante qu'on apprend des Havot, et c'est la leçon des priorités. Priorité, c'est-à-dire, par exemple, on va mettre ça dans les mots, faire le choix entre l'urgent et l'important. Qu'est-ce que Yaakov a pu nous dire sur ce choix-là? Alors, l'urgent et l'important, c'est quoi? C'est quand on est, par exemple, en couple. On a pris le temps de faire un dîner en tête-à-tête et tout d'un coup, il y a un message, un mail du travail et c'est urgent. Alors, qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est important? Comment est-ce qu'on fait le choix? Qu'est-ce qu'il y a encore pour nous enseigner sur ce choix? On peut être avec les enfants et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe dans la cuisine, pas une vraie urgence, mais quelque chose d'urgent. Bien sûr, si c'est une vraie urgence, Ras Shalom, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui a pris le feu, c'est autre chose. Mais je veux d'abord quelque chose qui est moins important. Comment est-ce qu'on fait le choix? Qu'est-ce que les Havot, qu'est-ce que Yaakov a pu nous dire sur ça? Et le, il y a un pasuk. C'est chaque chose dans la paracha, c'est dans la Torah. C'est vraiment, il faut faire attention, il faut faire attention aux nuances et subtilités que la Torah nous donne. Il y a un pasuk qui va nous permettre de comprendre ça, de comprendre comment il faut vivre, comment mettre les choses à leur place, faire le tri entre l'urgent et l'important, faire le tri entre les choses qui sont vraiment importantes dans la vie. Alors, bien sûr, peut-être avant d'arriver à l'urgent et l'important, c'est d'avoir une idée vraiment réelle de ce que c'est qui est important dans notre vie. Une fois qu'on sait ce qui est important, on peut ensuite arriver à mettre de côté les choses qui sont urgentes et les choses qui arrivent comme ça, comme je dis, un mail du travail, une copine qui appelle, à qui on n'ose pas dire non, alors qu'on a pris le temps voilà, on a pris un rendez-vous avec notre mari, et qu'il y a une copine qui appelle, qui veut nous raconter sa vie ou autre chose. Où est-ce qu'on met les lignes? Comment est-ce qu'on fait les priorités? On met ça en place dans la priorité. L'histoire, c'est donc Yaakov, on a dans la paracha, Yaakov rentre en Israël. Tout le début de la paracha, c'est la rencontre entre Yaakov et Esav. Et ça, c'est toute une histoire de par elle-même. Mais une fois que cette partie de l'histoire est finie, Yaakov continue son chemin. Et dans son chemin, le passouk nous dit qu'il arrive à Sukkot. Alors, je vais vous dire dans le Chumash, même dans les mots du Chumash. Donc, Esav part. Vayashav bayom hahu Esav ledako seira. Esav est parti. Esav est parti vers Seir. Et uniquement Esav. Et on est dans le Perek Lamed Gimel, pasuk Yud Zayin. Veyaakov nasa Sukkota. Yaakov a voyagé vers Sukkot. Vayiven lo bait. Et il s'est construit une maison. Où le mikneu asa Sukkot. Et pour son troupeau, il a fait des Sukkot, une Sukkah. Alken kara shem makom Sukkot. Et c'est pour ça qu'on appelle cet endroit-là, là où il était, Sukkot. Et ensuite, Yaakov continue, il arrive à Shrem, qui est la première ville qu'il va vraiment rencontrer en Israël. Là, il va s'installer pendant quelques mois, il va acheter quelque chose là-bas. Donc, c'est la première partie, le premier achat immobilier, si on peut dire, de Yaakov dans la terre d'Israël. Et l'histoire continue. Mais il y a ce verset-là. Ce verset-là, où quand il arrive à Sukkot, le pasuk nous dit encore une fois, il s'est construit pour lui, bait, une maison. Et pour ses troupeaux, une sukkot, des sukkot. Alors, comme dans chaque chose, comme dans tout dans la Torah, on ne peut pas juste lire comme ça cette histoire. Il faut poser une question. Et la question la plus importante, c'est pourquoi? À quoi ça sert? Quel est le message de ce pasuk? S'il y a une histoire dans la Torah, c'est automatiquement qu'il y a un message. Parce qu'on sait très bien qu'il y a plein de choses qui sont passées avec la vôtre que la Torah ne nous raconte pas. On peut commencer par Yaakov, Yitzhak, Abraham. Abraham, la Torah commence son histoire plus ou moins quand on a 75 ans. Et c'est vraiment des vignettes. À chaque fois, c'est des vignettes. C'est des histoires, c'est certains épisodes qui se passent, les grands moments. Mais il y a plein de choses qui ne sont pas mentionnées dans la Torah. Pourquoi? À ce moment-là, on a justement ce message-là, Yaakov qui nous dit la Torah, qui nous raconte ce qu'il a construit pour lui-même, ce qu'il a construit pour les animaux. Et non seulement ça,
on sait très bien que les Havot, et je dirais en particulier Yaakov. L'histoire de Yaakov, c'est l'histoire d'Am Israël. Yaakov était vraiment la personne, et on le voit dans tellement d'endroits. D'abord, son nom. On est les enfants d'Israël. Israël, c'est Yaakov, c'est une référence à Yaakov. D'ailleurs, ça commence à partir de la paracha de cette semaine, après l'histoire où il s'est battu avec le Malach, avec l'ange de Esav. C'est à partir de ce moment-là que Yaakov prend le nom d'Israël. Et nous sommes les Bnei Israël, même si on est les Bnei Yitzhak, on est les Bnei Yaakov, mais nous sommes en particulier les Bnei Israël, les enfants d'Israël, les enfants de Yaakov. Mais la Chassidut, on raconte plusieurs fois, et c'est un thème qu'on retrouve dans les Sikhot du Rabbi, que l'histoire de Yaakov, c'est l'histoire du peuple juif. Yaakov commence sa vie en Israël, puis, pour des raisons qu'on connaît, des circonstances qu'on connaît, il doit se sauver de Esav, il va quitter Israël. Il va habiter chez Lavan, Haran, pendant 20 ans, puis ensuite il va revenir en Israël. C'est pendant ces années-là où il va vraiment bâtir l'âme Israël. Avoir tous ses enfants, à part Binyamin, qui vont être nés là-bas, c'est à ce moment-là qu'il va se construire en tant que personne, d'une certaine manière, dans le sens où on voit qu'il a, voilà, il construit une famille, il construit là, au niveau de la Parnassa. Jusqu'à maintenant, ce qu'on connaît de Yaakov, c'est qu'il est, si on peut dire, un Bachou al Yeshiva, Ishtam Yoshev Oalim. C'est quelqu'un qui étudie. C'est ce qu'on connaît de lui. Disons un Bachou al Yeshiva. Sa vie active se passe à l'extérieur d'Israël, jusqu'à qu'il revienne. Et ça, c'est l'histoire du peuple juif. L'histoire du peuple juif, c'est on commence bien sûr notre histoire en Israël, que ce soit avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, que ce soit au moment après la sortie d'Égypte. Donc on a les Shvatim qui sont en Israël, ensuite qui vont partir vers l'Égypte, puis revenir en Israël, comme Yaakov. Yaakov va partir en Égypte, puis revenir. Mais c'est aussi à long terme l'histoire du peuple juif où on est en galoute maintenant. Voilà, on était en Israël. Il y a eu la destruction du deuxième Beth Amikdash. On est parti en galoute à cause de Esav, puisque c'est les Romains qui nous ont exilés. Et on va revenir Bezrat Hashem très bientôt avec la venue du Mashiach et on revient en Israël. Pendant ces années de galoute, c'est à ce moment-là que le peuple juif va se construire. Et c'est quelque chose d'extraordinaire d'y réfléchir et c'est un autre jour, encore une fois, sur l'histoire de la galoute, etc. Mais les choses les plus essentielles pour Am Israël vont se passer à l'extérieur d'Israël. La sortie d'Égypte, bien sûr, Matan Torah, le don de la Torah, qui va transformer le monde et transformer le peuple juif, va créer le peuple juif. Et ensuite, au niveau de tout ce qui est au niveau de Torah Sheba'al Peh, la Gemara va être écrite à l'extérieur d'Israël. Et Torah Sheba'al Peh va se construire principalement à l'extérieur pendant les années de galoute. Donc, on se construit à ce moment-là par les années de galoute, et ensuite on reviendra, après avoir accompli tout, comme Yaakov qui a construit Am Israël, nous nous sommes construits à travers ces années de galoute, et ensuite nous allons revenir en Israël. Donc l'histoire de Yaakov, elle est vraiment très importante pour notre histoire à nous. Donc, encore une fois, si la Torah nous raconte que Yaakov a construit des soukotes pour son bétail, et que pour lui, il a construit une maison, c'est qu'il y a un message, et que c'est un message important pour nous dans notre Avodat Hashem et dans notre vie. Alors, bien sûr, quelle est la différence entre une baït et une souka? Il y a deux choses qu'on connaît. On sait, et c'est vrai au niveau de l'halakha, qu'une souka, c'est ce qu'on appelle dans l'halakha dirat aray, c'est quelque chose de temporaire. On sait aussi qu'une maison, c'est quelque chose de permanent, et c'est aussi quelque chose où on peut se retrouver soi-même. On en parle souvent dans le concept de toute la création du monde. Dira betartanim, Hachem a voulu avoir une habitation ici sur terre. Ou bien le Beth Amikdash qui est Baït, qui est la maison qu'on va construire. Beth Amikdash, la maison qui est le sanctuaire de Hachem. Qu'est-ce qui se passe dans une maison? Et quelle est la différence entre cette Baït et cette soukha, entre la maison et la soukha? Encore une fois, la soukha, c'est temporaire, c'est pas permanent. Et c'est pas là où on va se retrouver. Le baït, la maison, c'est là où on se retrouve. C'est là où son essence, mon moi-même, peut se révéler et être. C'est pas le bureau, c'est pas le travail, c'est pas le métro, c'est pas une sortie, c'est chez moi. Et chez moi, je peux m'y retrouver. Là, je suis, quand on parle d'être chez moi, c'est l'endroit qui va me ressembler, c'est l'endroit où je peux m'exprimer librement, où j'ai pas nécessairement un rôle à jouer. Alors bien sûr, on a tous un rôle à jouer, même à la maison, que ce soit en tant que père, que mari, que femme, que maman, les enfants,
il y a dans la dynamique du couple et dans la dynamique de la famille un rôle que chacun joue. Mais on est aussi un endroit où on peut se permettre d'être ce qu'on est. Comme d'ailleurs, on le voit souvent, il y a des choses qui se disent, et c'est peut-être pas dans le positif, mais c'est une réalité de la vie, qui est que ce soit les enfants, des fois même dans le couple, on peut se lâcher à la maison et que, alors qu'à l'extérieur, on ne ferait pas la même chose, ce genre de choses. Oui. Des fois, c'est un peu le test, si on peut dire, la bonne éducation qu'on a donnée à ses enfants, c'est que si les enfants savent se comporter à l'extérieur, au moins on sait qu'on leur a transmis le message. Peut-être qu'à la maison, ils vont se disputer, ils vont se battre, il y aura des Legos partout, mais au moins si on sait qu'à l'extérieur, quand ils sont invités quelque part, ils disent s'il vous plaît, merci, et qu'ils savent ranger après avoir joué, c'est qu'on a fait le travail qu'il fallait faire. Alors des fois, à la maison, on se lâche un peu, c'est le résultat peut-être pas positif d'une réalité qui est on est chez nous. J'ai pas besoin de prétendre, j'ai pas besoin d'afficher quelque chose qui n'est pas moi-même. Alors encore une fois, c'est pas, ça veut pas dire qu'on peut se permettre d'être d'avoir la chutzpah, d'être méchant avec des autres parce que voilà, c'est moi-même, c'est la personne que je suis, c'est comme ça. Non, bien sûr que non. Toutes les halachot du derech eretz, du respect qu'on doit avoir dans le couple, etc. Tout ça bien s'applique à la maison. Mais l'idée, c'est que c'est la représentation de moi-même. C'est là où le moi peut s'accomplir, peut se révéler. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans le concept de la maison. Ça, c'est le baït. Quand on parle dans un mariage de baït Neman d'Israël, une maison qui est Neman, sur laquelle on peut se reposer, sur laquelle on peut avoir confiance, c'est cette stabilité. C'est la permanence, c'est la stabilité et c'est l'endroit où je peux être moi-même. C'est vraiment ce que c'est. Et quand on parle donc Baït Neman Israël, des fois on transmet ça, on traduit ça comme l'édifice. C'est vraiment cette idée-là. C'est quelque chose qu'on va construire, quelque chose qui nous donne un aspect de permanence dans notre vie. Et ça, c'est ce que Yaakov a fait. On parle aussi de Baït Neman Israël, qui est un Mikdash Me'at, qui est un sanctuaire, c'est-à-dire l'endroit où il y aura la Hashem, la Shrina. On connaît de Chazal, parce que Chazal nous dit que Ish ve'isha Shrina Shrina beyem, benehem, quand il y a un homme et une femme, la Shrina est entre eux, est là, présente, quand chacun se comporte comme il faut. Parce que Ish, c'est Aleph Shin avec le Yud, Isha, c'est Aleph Shin avec le He, le Yud et le He, ça fait les deux premières lettres du nom d'Hachem, c'est la présence d'Hachem. Et on sait que si malheureusement, des fois, il n'y a pas la présence d'Hachem, eh bien, il peut y avoir de la colère et du feu. Parce que si on enlève le Yud et le He, on reste avec Esh et Esh, le feu, du feu des deux côtés. Alors, bien sûr, quand il y a des flammes des deux côtés, ben, le résultat, c'est des flammes. Donc, bien sûr, il faut savoir se comporter avec la Shrina, c'est-à-dire la présence d'Hachem. La présence d'Hachem ne peut pas être là quand il y a de la colère. Quand quelqu'un est en colère, on dit c'est comme s'il rejette la Shrina. Parce que pourquoi on se met en colère? Parce qu'on n'est pas conscient que ce qui nous arrive, c'est la présence d'Hachem. S'il y a quelque chose qui m'arrive à moi, c'est que l'Hachem l'a voulu. Si je me mets en colère, c'est que je n'accepte pas le fait que ça vient d'Hachem. Donc, c'est pour ça que je réagis de manière assez violente. En tout cas, au moment, j'y pense pas. Peut-être que je peux me calmer 5 minutes plus tard. Mais pour le moment, au moment où je me mets en colère, c'est que je ne crois pas en Dieu d'une certaine manière. Je dis non, ce qui vient de m'arriver, c'est à cause de toi, c'est pas à cause d'Hachem. Donc, on enlève la shrina. Donc, s'il y a de la colère, il ne peut pas y avoir la shrina. Il faut qu'il y ait de la joie, parce que la shrina ne peut résider que quand il y a la joie. Donc, il faut qu'il y ait de la joie dans la maison et dans le foyer. Pour qu'il y ait de la joie, bien sûr, il faut que chacun y mette du soi et qu'on vive dans le respect, dans l'amour et dans la beauté et tout un tas de choses qui vont venir ensemble avec la kedusha, le respect de l'autre, etc. Et ça, c'est ça le baït. Ce migdash me'at, là où il y a la présence d'Hachem, c'est parce qu'on a réussi à construire donc ce sanctuaire. Comme le Beth Amikdash. Beth Amikdash, il y avait de la joie, il y avait la Shrina, il y avait la révélation d'Hachem, il y avait la musique. Dans Beth Amikdash, les Lévim jouaient la musique, chantaient. C'était un endroit heureux, c'était un endroit de joie. Et ça, c'est ce qu'on a besoin pour avoir la Shrina. C'était bien sûr Sintra Beth Ashwaeva, qui est la plus grande joie possible, était dans le Beth Amikdash. À ce moment-là que ça se passe. Donc, il faut que ce soit un endroit, le Beth Amikdash, et notre Mikdash Mat, un endroit aussi, un endroit de joie, un endroit de légèreté, dans le sens où les choses sont pas lourdes, pesantes. On a peur de parler, on a peur de s'exprimer. Au contraire, on peut s'exprimer, on peut parler, on peut être soi-même, et ça, c'est l'idée du Mikdash. De l'autre côté, en parallèle avec ça, on a la Souka. La Souka, c'est justement quelque chose qui va représenter le provisoire. La Souka, elle est à l'extérieur. C'est les choses qui sont externelles. C'est les choses qui sont à l'extérieur de moi-même. Donc, si le baït, c'est mon essence même, c'est là où je suis moi-même, c'est la révélation de mon essence interne la plus profonde,
La souka, c'est pour, comme le pasuk me dit, mikneu, pour mes possessions, pour mes biens, pour mes animaux dans le pasuk. Les choses qui sont externelles à moi. Ce n'est pas les choses que je suis, c'est les choses que j'ai acquis. Et ça, c'est très différent. Parce que ça, c'est plus moi-même. Ça peut être la parnassa. Dans le cas de Yaakov, c'était justement l'argent. Ça peut être d'autres choses. Donc la parnassa, c'est tout ce qui est lié au travail. Le travail, c'est pas moi-même. On a besoin de travailler. Hachem veut qu'on travaille. Et pour X raisons, Hachem a fait en sorte que la parnassa vient souvent par le travail. Mais ça n'est pas moi-même. On a besoin, c'est un besoin externel à moi-même parce qu'on a besoin d'argent pour vivre, etc. Alors on a besoin de travailler. N'oublions pas que la raison pour laquelle on a besoin d'argent, c'est parce qu'on a une famille. Donc la famille, ça va venir avant. L'argent, c'est pour la famille. Donc il faut bien comprendre que je ne peux pas me perdre complètement, si on peut dire, dans le travail, au point d'oublier ma famille, puisque le travail n'est là que pour m'aider à soutenir ma famille, à m'occuper de ma famille. Le travail, ce n'est pas une fin en soi-même. Donc c'est quelque chose d'important à comprendre. Donc la souka, c'est justement ça. Ça représente tout ce qui est externel à moi-même. Il y a les choses importantes et les choses qui sont moins importantes. Les choses moins importantes, pour ça, il y a la souka. Mais ma permanence, là où ma tête est, là où mon cœur est, là où mon âme est, ça, c'est la maison. C'est moi-même, c'est ma maison, c'est mon foyer, c'est ma famille. Et dans la famille, il y a une personne, entre autres, qui est la personne la plus importante de la famille, c'est Akeret Abayt, la fondation du foyer, qui est bien sûr la femme. Et la bracha de l'homme vient par la femme. Donc on a ça. Donc on a besoin de vraiment faire la part des choses. Il y a une histoire qui est souvent racontée d'un certain chassid qui avait des problèmes de parnassa. Il est allé voir le Rabbi Rachab, le cinquième Rabbi Lubavitch. Et ce monsieur-là, ce chassid, avait une usine de bottes. C'était ce qu'il faisait. Sa parnassa, c'était de fabriquer des bottes. Et il rentre en Yechidot, il rentre en rendez-vous avec le Rabbi Rachab, et il commence à lui parler de ses bottes. Et les bottes ci, et les bottes ça, et j'ai fabriqué des bottes, et les bottes se vendent pas, et les bottes sont à la mode, et les bottes sont pas à la mode. Et les bottes, il n'a pas arrêté de parler de ses bottes. Bon, le Rabbi l'écoute, le laisse parler jusqu'à qu'il a enlevé tout ce qu'il avait sur le cœur. Une fois qu'il a fini, le Rabbi le regarde et dit, je sais qu'il y a des gens qui mettent leurs pieds dans les bottes. Mais jusqu'à maintenant, j'avais jamais vu quelqu'un qui a mis sa tête et plongé sa tête dans des bottes. Toute ta vie, c'est tes bottes, toute ta tête, c'est dans tes bottes. Alors, bien sûr, la parnassa, c'est important. Et la parnassa, ça peut venir de mille manières. Si les bottes, ça marche pas, ben, tu passes à autre chose. C'est pas, on vend des chaussures, on vend des mouchoirs, on vend des portefeuilles. Il y a pas de, on n'est pas bloqué à ça. Et donc, on a besoin de comprendre, de réfléchir. Peut-être c'est une conversation à avoir en tant que couple, une conversation avec un arabe, avec un mashpia. Quelles sont mes valeurs dans la vie? Quelles sont les choses les plus importantes? Est-ce que je peux vous dire déjà maintenant? Est-ce que Yaakov a fait ça la même chose? Que euh, la chose la plus importante, c'est sa famille et son couple. Et ça, on le voit à travers toute l'histoire de Yaakov, entre autres, mais on le voit à travers toute la Torah. Le fondement d'un Israël, c'est le couple. Le fondement d'un Israël, c'est la vie de couple. Ne serait-ce que pour donner un exemple, qui est la priorité du mikvé dans la vie d'une communauté juive. Si on a de l'argent pour une synagogue ou un mikvé, eh ben, il n'y aura pas de synagogue, il y aura un mikvé d'abord. Si on a la synagogue, mais qu'on peut pas, maintenant, il n'y a pas d'argent pour faire un mikvé, on vend la synagogue, on peut vendre un Sefer Torah, vendre la synagogue pour qu'il y ait de l'argent pour un mikvé. À tel point, la vie de famille est importante. La vie de couple est importante. C'est l'essentiel, c'est le fondement du Ham Israël, le couple. Donc, la première chose, on a besoin de réfléchir, de prendre conscience, c'est quand il s'agit du baït, c'est en premier lieu mon foyer, mon couple. Et ça, c'est la priorité. Ensuite, il y a un deuxième cercle qui est le reste de la famille, les enfants, etc. Mais les enfants ont besoin que papa et maman soient de bonne humeur, soient heureux aussi pour eux, pouvoir grandir dans la sécurité. Et la sécurité, c'est c'est ce que la baït amène. Cette maison-là amène la sécurité. C'est le concept d'une maison. C'est de pouvoir se sentir protégé.
On a tout ça de manière différente. Mais un des exemples, juste pour donner un exemple, et je pense que c'est un exemple qui peut parler à presque tout le monde, si ce n'est tout le monde. En général, quand on va dormir, on aime bien, et s'il y a des exceptions, vous me direz, mais on aime bien dormir avec le lit contre un mur. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui ont leur lit au milieu de la pièce. Le lit est contre un mur, parce qu'on a besoin d'avoir ce mur qui va nous protéger. On a besoin d'avoir cet espace-là et de se sentir qu'on n'est pas comme ça au milieu avec du vide autour de nous. Les murs sont une protection. Les murs amènent la sécurité. Donc cette baït-là, la première étape d'avoir une maison, la première étape d'avoir une baït, c'est d'être protégé, c'est de se sentir en sécurité. Et ça, c'est la première chose qu'on a besoin de faire. Créer un climat de sécurité à l'intérieur de sa maison. Et quand je dis, c'est pas juste la maison en général, c'est le couple en particulier. Parce que tout vient de la tête. Tout vient du couple. Tout ce qui va se passer à la maison, les enfants, comment les enfants vont réagir, etc. Tout ça, quel est leur modèle? Leur modèle, c'est papa et maman. Et c'est pas juste un modèle dans le sens où ils vont regarder papa et maman et regarder, c'est des choses qui se passent même sans le savoir. On n'est pas toujours conscient. Et des fois, non seulement on n'est pas conscient, il y a des fois, il y a des choses auxquelles on se dit, quand je grandirai, je ferai jamais comme mes parents, et on le fait quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on absorbe, desquelles on n'est même peut-être pas toujours conscient, et qu'on va répéter des modèles qu'on a vus, positifs ou pas, alors qu'on a dans sa conscience, dans sa réflexion, on veut partir dans une autre direction. Mais il y a des choses qu'on absorbe. Il y a des vécus qu'on absorbe sans le savoir, sans y faire attention, sans le comprendre. On absorbe des choses. Et pour les enfants, c'est critique que la chose qu'ils vont absorber, la première chose qu'ils absorbent, c'est un sentiment de sécurité. Sécurité, ça veut dire je peux compter sur papa et maman. Et quelle est la preuve, une des preuves que je peux compter sur papa et maman, c'est que papa et maman, eux, peuvent compter l'un sur l'autre. Et qu'ils n'auront pas peur de se parler, qu'ils n'auront pas peur de faire une remarque, qu'ils n'auront pas peur de faire des erreurs. Tu sais, il y en a un halakha que s'il y a quelqu'un qui travaille, euh, s'il y a quelqu'un qui travaille à la maison, une femme de ménage, autre chose, et qui casse un verre, ou même sa femme, c'est dans la halakha, s'il y a quelqu'un, sa femme, par exemple, qui nous dit qu'elle a cassé un verre, il faut dire, bon, voilà, tu as cassé un verre, il faut payer. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer? Le résultat automatique, c'est quoi? Que, que on va faire attention, donc elle ne va plus jamais toucher les verres, parce qu'on n'est pas en sécurité, on a peur. Donc là, la c'est que non, bon, si les verres sont cassés, c'est tout, c'est comme ça. Donc, on a vraiment besoin de créer ce sentiment-là où chacun peut se sentir en sécurité. Se sentir en sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est là pour l'un pour l'autre. On est là l'un pour l'autre. Et j'ai pas peur de parler. J'ai pas peur de dire ce que je vais exprimer. Encore une fois, il faut que je le dise gentiment. C'est pas une question de parler, me dire si je peux pas crier, alors dans ce cas-là, je suis pas libre. Non. Il y a des manières de parler. Il faut parler avec respect, etc. Mais de dire que quand je vais parler comme il faut, et il y a des techniques à apprendre, et des choses, des habitudes à prendre, c'est pas c'est pas le sujet. Mais de pouvoir dire, voilà, quand j'ai des choses à exprimer, je sais que tu es là pour moi, que tu vas m'écouter. Tu vas m'écouter, ça veut dire quoi? Tu vas pas être sur ton téléphone pendant que je suis en train de te parler et je suis en train d'ouvrir mon cœur et toi tu es là sur ton téléphone, c'est terrible, ok? Ou bien me rabaisser. Encore tu me racontes l'histoire de nana, encore tu me racontes l'histoire de boulot, encore tes problèmes-ci, alors soit fais quelque chose, soit arrête de m'en parler. Ou bien pire, de se servir de cette information contre la personne. Ouais, tu es toujours la même chose, toujours le même problème, tu n'arrives pas à gérer, ça fait longtemps que je t'ai dit arrête de travailler, et voilà, tu es toujours le même paresseux, tu fais rien, tu gères pas. C'est pas, il n'y a pas de cette sécurité. On a vraiment besoin de créer cette baïd. Comme Yaakov l'a fait, il a créé pour lui-même, l'Atzmo, il s'est créé cet environnement de sécurité. Et on a besoin de faire ça pour notre famille aussi à nous. Que les gens puissent se parler, s'ouvrir. C'est vrai aussi par les enfants. Si les enfants nous racontent quelque chose, il faut qu'on puisse les écouter, sans conséquence. C'est-à-dire que si un enfant va dire des choses qu'il a entendues à l'école. On va dire des choses qui passent dans la tête. Un enfant qui est, bon, ça dépend des âges, etc. Un enfant qui a des questions sur plein de choses. Ça peut être des questions sur Hachem, ça peut être des questions sur son corps, ça peut être des questions sur des relations qui se passent, ça peut être tout un tas de questions. Mais si les enfants ont peur d'en nous en parler, soit parce qu'ils ont peur d'être punis, soit parce qu'ils ont peur d'être jugés, à quoi? On ne va pas aboutir. Qu'est-ce qui va se passer? Les enfants doivent savoir que quoi qu'il arrive, je peux dire à papa et maman. Voilà.
Il y a quelque chose qui s'est passé avec Shabbat. Shabbat, je me pose des questions sur Shabbat, je me pose des questions sur Chalav Israël, sur la cache je me pose des questions sur ce qui se passe dans mon corps avec des amis. Il faut qu'il y ait ce sentiment de sécurité où chacun dans le foyer peut se sentir respecté et peut parler, peut s'exprimer. Et ça vient souvent du mari, mais pas, c'est les deux, parce que le couple, encore une fois, c'est des choses, mais souvent, des fois, c'est le mari qui crée ou qui ne crée pas ce sentiment de sécurité. On a chacun un rôle important. Comme j'ai tout à l'heure, la femme, c'est la Kiryat Habayit, mais le mari aussi a un rôle important à jouer dans ça, sur le ton qui va se passer à la maison. Qu'est-ce qui se passe quand? Est-ce que c'est quelqu'un qui va écouter de manière respectueuse, qui va écouter en étant impliqué, comme je ne dis pas au téléphone, ou en train de s'occuper d'autres choses, alors qu'il est en train d'écouter une conversation, sa femme veut lui parler, les enfants veulent parler, etc. Donc c'est un rôle important. Et j'en profite pour parler aussi du rôle de l'homme, parce que des fois, en tant que père, on ne sait pas trop exactement quel est son rôle, parce que tout le monde, les enfants parlent avec maman, c'est souvent avec maman qu'ils sont, c'est avec maman qu'ils sont au début de leur vie, il y a souvent cette chaleur qui passe, etc. Et la Torah le reconnaît. Et des fois, en tant que père, on a du mal à se situer exactement quel est mon rôle, à quoi je sers. On n'est peut-être pas chez soi. Une des choses à laquelle on sert, c'est qu'on va justement établir le ton à la maison de ce qui passe et ce qui ne passe pas. On est un peu comme les juges. Et les gens regardent, les enfants regardent. C'est-à-dire quand maman va faire quelque chose, elle va faire quelque chose. Elle va, je ne sais pas, il y a un verre qui s'est cassé, il y a le repas qui a brûlé, il y a une salade qui n'a pas été préparée. Comment est-ce que papa va réagir? Et c'est la réaction de papa qui va dire, OK, ça passe, ça passe. Ça, c'est acceptable, ça n'est pas acceptable. Les enfants captent ça. Quand il y a un papa qui parle ou qui parle, qui lève le ton, les enfants disent, OK, bon, on peut lever le ton. C'est acceptable. Papa le fait. Quand papa répond avec respect à sa femme, les enfants disent, OK, c'est comme ça qu'on fait. Donc, ça, c'est un rôle important pour les pères aussi, qui est d'établir le ton, le rôle qu'on va avoir à la maison. En tout cas, pour revenir à ça, comme j'ai dit tout à l'heure, on a besoin de créer ce sentiment de sécurité où là, chacun peut se sentir écouté, parler, respectué, et aussi de savoir qu'on peut compter sur moi. C'est ce fait-là qu'on va assumer, que on est une base fiable, on est un refuge sûr pour l'autre. Quand il y a quelqu'un qui vient venir, quand ma femme veut me parler et qu'il y a quelque chose qui lui pèse, je vais être là pour l'écouter. L'écouter, ça ne veut pas dire seulement lui donner une solution, la couper au milieu, ou avec une solution, ou juste la couper au milieu, ou juste lui donner une solution. C'est essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête, et essayer d'être là pour elle, dans ce qu'elle est en train de vivre. La même chose, bien sûr, de l'autre côté. Si un mari veut parler, que sa femme l'écoute. Pas juste en étant en train de faire la cuisine et faire la vaisselle, et qu'il faut qu'il lui court derrière pour lui raconter ce qui est important pour lui. Mais qu'il y ait vraiment qu'elle écoute avec respect et avec intérêt. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et donc justement, on a besoin de construire cette maison et être disponible émotionnellement, de savoir, pour les enfants, pour notre époux, pour notre épouse, de savoir qu'on est là, on est effectivement, on est disponible, on est ce refuge quand il y a des problèmes dans la vie, quand on est, je ne sais pas, un peu, c'est pas la paracha de la semaine, on peut parler de Noach et de la Teva, la maison, c'est cette Teva-là. Quand à l'extérieur, il y a tout un maboule, il y a tout un déluge, on peut se retrouver dans cette bulle-là, qui est notre maison, notre foyer, et se ressouffler. En disant, voilà un endroit où je suis accepté, voilà un endroit où je suis aimé, voilà un endroit où je peux m'exprimer, et je peux être la personne que je veux être, et ça, c'est mon refuge. Créer ce sentiment de sécurité dans la maison. Et ça, c'est le rôle des murs dans la maison. Alors, une fois qu'on a les rôles des murs dans la maison, bien sûr, on ne peut pas avoir une maison où il n'y a que des murs. Il faut avoir une porte. Et la porte, c'est quoi? La porte, c'est l'accessibilité. Que l'autre sache, encore une fois, je mets l'accent principalement sur le couple, que l'autre sache que je suis accessible. Que si il ou elle ont besoin de moi, je suis là. Et comment ça se passe dans un couple? Ça se passe souvent, et au début du mariage, on teste à droite, à gauche, mais ça se passe toute la journée et à travers toutes les années de mariage. C'est des petites phrases, des petites remarques, ou des petits gestes qui vont être ou ne pas être ignorés. C'est ce sentiment-là, comment dire, ces petits moments de connexion, des petits moments d'attention, un appel à l'attention. C'est un regard, un commentaire, une petite demande, une réponse, la manière dont on va répondre.
c'est est-ce que je vais saisir, est-ce que je vais faire attention à cette petite demande. Ça peut être un mari qui fait un petit effort et sa femme va pas pu faire attention. Ça peut être le contraire, bien sûr. Une femme qui fait un petit effort de quelque chose, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le fait qu'elle s'est maquillée, le fait de le vernis à ongles, ça peut être n'importe quoi. Faire attention. Je fais attention à l'autre. Je fais attention à ma femme, je fais attention à mon mari. Et je suis présent. Et quand il y a quelqu'un, des fois on peut l'ignorer, mais des fois quand il y a ces appels à la connexion, est-ce que je vais être présent, est-ce que je vais répondre présent? Et ça, c'est vraiment quelque chose où c'est difficile des fois à quantifier, c'est difficile des fois à exprimer. C'est quelque chose sur lequel on a besoin de faire, je dirais, un cheshbon hanefesh dans le sens où vraiment de penser, est-ce que je suis vraiment présent pour l'autre? Est-ce que je fais vraiment attention à ce qui se passe dans la vie de l'autre? Il y a quelque chose d'important qui peut se passer quand on commence à faire attention, c'est qu'on le remarque. C'est qu'on remarque des choses auxquelles on ne faisait pas attention avant. C'est peut-être plus difficile pour les hommes que pour les femmes, mais ça marche dans les deux sens aussi, où tout d'un coup, quand on commence à faire attention, il y a des choses qu'on va voir. D'abord, c'est les choses que l'autre fait. On peut rentrer, combien de fois, je l'entends, vous l'entendez tous, le mari qui pourrait dire à sa femme qui restait à la maison toute la journée, mais qu'est-ce que tu as fait toute la journée? Mais si le mari réfléchissait, et ça peut être la même chose de l'autre côté, encore une fois, on va le faire dans le sens inverse, mais si le mari réfléchissait, ok, c'est du travail, d'abord il faut nettoyer toute la maison, il faut penser aux courses, il faut penser à tout un tas de choses, etc., le devoir des enfants, etc. C'est une prise de tête, c'est un poids émotionnel important. Et la même chose, la femme qui toute la journée avec les enfants, elle a couru à droite, à gauche, et le bébé qui a pleuré, et les couches, et les courses, et gérer les devoirs, et gérer les rendez-vous chez les docteurs, chez les médecins, etc. Et le mari qui rentre à la maison, sa femme dit, ah, toute la journée, tu es au bureau à rien faire devant ton ordinateur, moi, c'est moi qui cours toute la journée. On a chacun la perspective que l'autre ne fait pas assez de travail, autant de travail que le monde fait. Ça arrive. Mais si on arrive à penser, créer cette petite porte dans notre maison en disant, OK, je vais laisser la porte ouverte et je vais voir ce qui se passe dans la vie de l'autre, réfléchir à la vie de l'autre, réfléchir à ce que l'autre attend et a besoin, etc. Créer cette porte-là, ça va changer beaucoup. C'est quelque chose qui va faire une différence énorme. Donc ça, c'est le deuxième point qui est on a besoin donc de créer l'espace, on a besoin de créer les murs, de créer ce sentiment de sécurité où chacun peut se sentir en sécurité dans cet espace-là, où se sentir écouté, respecté. Pas à chaque fois que ma femme va me parler, je vais la rabaisser, ou le contraire, ou moquer d'elle, hein, encore une fois, mais t'es bête, pourquoi tu réfléchis pas avant que tu parles, ou le contraire, etc. Le mari qui cherche, il trouve pas l'ouvre-boîte et sa femme qui se moque de lui parce que ça fait 20 ans qu'on est mariés, tu sais toujours pas où l'ouvre-boîte est, et j'arrive pas à te croire, mais combien tu peux être bête? Bon, c'est comme ça. On a besoin de créer ce sentiment de sécurité. On peut chercher l'ouvre-boîte sans avoir peur d'être rapetissé et rabaissé. Donc ça, c'est une chose. Mais ensuite, on a cette porte qu'on va ouvrir, l'accessibilité. Est-ce que mon mari ou ma femme me sent accessible? C'est pas est-ce que moi je le fais, parce que moi je peux me dire dans ma tête que je le suis, mais ça ne veut pas dire nécessairement que l'autre le ressent comme ça. C'est est-ce que l'autre me ressent accessible? Est-ce que je crée ce sentiment d'être accessible? Est-ce que je fais vraiment ce cheshbon en effet, je suis tourné vers l'extérieur? Oui. Ou bien, non, je suis retourné vers mes sous-cotes. Je suis plus dans le travail, je suis plus dans tout un tas de choses, dans les copains, le travail, les vacances, qui sait quoi, le pharmagan et la synagogue, même si c'est des choses très importantes. Et je serai le dernier à vous dire qu'un pharmagan, c'est pas important, mais il y a des choses qui sont plus importantes, qui vont passer avant. Donc ça, c'est une chose. Donc on a créé cette maison-là, on y a mis une porte, et maintenant qu'on est à l'intérieur, ben, il faut la meubler, il faut remplir cette maison. Alors comment est-ce qu'on remplit la maison? La maison se remplit avec l'âme de l'autre. Permettre à l'autre de se sentir dans la lumière et de s'exprimer. Donc là, on a parlé de créer la possibilité pour que l'autre puisse s'exprimer. Et c'est vraiment faire en sorte que l'autre puisse s'épanouir et se sentir aimé. Et ce qui va créer un mari et une femme rayonnants et rayonnantes. Parce ils remplissent la pièce de lumière, parce on est bien dans cet environnement-là, on est bien dans cet espace-là, et on arrive
à être soi-même, à se sentir aimé. Et ça, c'est la chose la plus importante. Je crois qu'il n'y a rien de pire. Et tellement de gens le disent. Il n'y a rien de pire que la solitude. Et de se sentir seul dans son couple, c'est une expérience horrible. Et c'est pas obligé d'être comme ça. Il n'y a pas de raison d'être comme ça. On peut, dans la majorité des cas, arriver à trouver une manière de ne pas se sentir seul, au contraire, de remplir sa vie de lumière, etc. Alors, pour remplir ça, il faut vraiment pouvoir parler le langage de l'âme de l'autre personne. C'est cette idée de réfléchir, cette idée de connaître l'autre. Dans la Chassidut Rabbal en particulier, on nous explique que quel est l'accès avec Hachem, quelle est la manière de développer Avat Hachem, l'amour pour Hachem. Et la vérité, c'est que je parle de Chassidut, parce que la Chassidut en parle sur des centaines, si ce n'est des milliers de pages, mais c'est un concept qu'on retrouve déjà dans le Rambam et dans d'autres. Le Rambam me dit, quelle est la manière dont on peut avoir Avat Hachem? Comment est-ce qu'on peut arriver à aimer Hachem? Il parle d'amour. Et le Rambam me dit que l'amour qu'on est censé avoir Hachem, c'est comme l'amour qu'on a avec son époux, son épouse. C'est quelque chose qu'on ressent dans notre cœur, physiquement, dans la chair de notre cœur, si on peut dire, dans la chair de notre être, on peut ressentir cet amour pour Hachem. Alors, comment est-ce qu'on peut aimer Hachem? Bah, le Rambam, et ensuite c'est développé dans la Chassidut, nous dit quelque chose de basique, si on peut dire. Après, il faut le mettre en place, qui est, ça passe par la connaissance de l'autre. Dans le contexte de Havat Hachem, c'est connaître Hachem. Étudier Hachem. C'est le but de la Chassidut. À partir de Chassidut Chabad, Chochma, Bina Da'at, c'est de pouvoir connaître, et plus on connaît, plus on aime. Combien de chapitres, combien d'endroits dans le Tanya, l'amour Zaken nous dit qu'il faut être mitbonen, il faut réfléchir, il faut méditer, il faut réfléchir. C'est une réalité vraie, c'est vrai. Alors, dans le contexte de notre vie, dans le contexte de notre couple, ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à connaître l'autre. Qu'est-ce qui est important pour l'autre? Comment est-ce que ma femme ou mon mari se sentent aimés? Qu'est-ce que moi je fais qui fait qu'ils se sentent bien? Ou au contraire, non. Je rate, je passe à côté de certaines choses parce que je ne les connais pas assez. Et ça peut être la faute de l'autre dans le sens où des fois, dans un couple, l'autre a du mal à s'exprimer, à dire ce qu'il ou elle veut ou voudrait. Des fois, c'est notre faute, des fois, c'est pas notre faute. C'est-à-dire que moi, ça fait partie je disais tout à l'heure, le cheshbon hanefesh, dans le sens, si je suis un homme, donc je parlais de ma femme, si ma femme a peur de s'exprimer, de me demander ce qu'elle veut, est-ce que j'ai un rôle que je joue dans ça? Est-ce qu'elle a peur parce que la dernière fois où elle s'est exprimée, je me suis moqué d'elle, je n'ai pas écouté, j'étais sur mon téléphone ou autre? Et il est possible que la réponse soit non. Oui, peut-être qu'effectivement, il y a des efforts que je peux faire pour qu'elle se sente plus respectée, plus écoutée. De l'autre côté, il est très possible que quand elle a grandi, à chaque fois qu'elle voulait quelque chose, on l'a dit non, c'est pas pour toi, mais pour qui tu le prends, on n'a pas les moyens ou X chose qui s'est passé. Et donc, elle a pris l'habitude que voilà, ça vaut pas la peine de demander ce qu'on veut parce qu'on n'est jamais écouté. Rien à voir avec moi. Et après, moi, il faut que je le sache. Ou en tout cas, que j'en prenne conscience. Et donc, j'ai des choses à faire, même si ça n'a rien à voir avec moi dans le sens, effectivement, quand ma femme a grandi, je donne un exemple théorique, si ma femme a grandi dans une famille où on ne pouvait pas exprimer ce qu'on voulait, elle avait peur de dire ce qu'elle voulait quand elle était enfant, bah, l'idéal, ce serait moi de le savoir, comme ça, je peux essayer de la mettre en sécurité, et que dès qu'il y a la moindre chose où elle va s'exprimer, je suis à l'écoute, pour faire passer justement ce message. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais il y a des choses qui sont importantes pour certaines personnes, des choses qui sont moins importantes pour d'autres. Moi, par exemple, voilà, des cadeaux, ça ne dit pas grand-chose. Il y a des gens pour qui les cadeaux, c'est très important. Moi, d'avoir un cadeau, ça ne me parle pas trop. De l'autre côté, un compliment, c'est quelque chose qui me touche énormément, qui me fait très plaisir. Je préfère avoir la carte, une gentille carte du cadeau plutôt que le cadeau. C'est ce qui me touche. Qu'est-ce qui est important pour l'autre? Est-ce que ma femme aimerait plus un cadeau, ou plus la carte, ou plus qu'on passe du temps ensemble? Voilà, si c'est son anniversaire, qu'est-ce qui lui ferait le plus plaisir? Et c'est pas juste l'anniversaire, ça peut être n'importe quel jour de la semaine. Qu'est-ce qui lui ferait le plus plaisir? Chérie, on a un budget de 100 euros, 1 heure de temps, 2 heures de temps. Est-ce que tu veux qu'on sorte au restaurant? Est-ce que tu veux qu'on aille se promener au parc? Est-ce que tu préfères que je prenne l'heure que j'ai pour aller au Galeries de Lafayette pour t'acheter un parfum? Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir? Comment est-ce que toi, tu te sens le plus aimé?
et d'écouter ça. Ou bien qu'est-ce qui te fait le plus peur ou qui te frustre le plus chez moi. Et c'est pas des choses auxquelles, pour moi, c'est n'importe quoi. Mais pour X raison, pour l'autre, c'est important. Donc, vraiment connaître l'autre, qui est de pouvoir donner donc cet espace à l'autre, de permettre à l'autre d'être il ou elle-même. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, pour résumer, là, on a ce qu'on a dit, c'est que comme Yaakov, on a besoin de construire cette maison pour ce qui est essentiel. C'est-à-dire, encore une fois, c'est l'essentiel, c'est mon couple. Et l'essentiel, c'est ma famille, mes enfants. Et pour ça, j'ai besoin de les protéger. J'ai besoin de créer cet espace de sécurité. Et il y a tellement de choses, surtout de nos jours, il y a tellement de choses qui vont essayer de rentrer à travers cet espace de sécurité. Je parlais des téléphones. Les téléphones, c'est une réalité très difficile. C'est un grand challenge, les téléphones. Parce qu'on est accessible au travail et aux d'autres choses 24 heures sur 24. Baruch Hashem, on a Shabbat. Mais on est presque toujours en demande et en attente qu'on travaille jusqu'à 10 heures, 11 heures du soir. Et on est des fois dans sa chambre, au lit, avec le téléphone, à répondre à des mails de travail ou à penser à des choses, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est toxique, et il faut le dire. Donc, c'est tout un tas de choses qui s'immiscent, et c'est mes sous si on peut dire, qui s'immiscent à l'intérieur de la maison. Il faut y faire très attention. Et si on a toujours eu ces influences de l'extérieur, là, elles sont vraiment à l'intérieur. C'est même plus aller les chercher à l'extérieur. Il y a toutes ces influences qui viennent par Instagram, par les mails du travail, par qui sait quoi, au niveau des distractions. Et c'est fait pour. C'est fait pour. C'est fait qu'on peut passer des soirées à regarder des trucs sur Instagram, sur le crochet, sur le tricot, etc. Fascinantes, des recettes de cuisine. Et on se dit, oui, c'est pour la famille, je vais le faire le Shabbat prochain de ça. Mais entre-temps, il y a des heures où on a peut-être oublié son mari parce qu'on est en train de regarder des recettes. Il n'y a rien de mal, mais c'est que mon attention était complètement mise à côté de là où il fallait être. J'ai pris ma souka et j'ai mis la souka à la maison et j'ai renversé les rôles. Ma souka est devenue ma maison est devenue ma souka. Ce qui est important est devenu secondaire, ce qui est le secondaire est devenu le plus important. Yaakov nous enseigne. Pour lui, pour lui-même, pour sa famille, pour son couple, c'est une baït. Pour le reste, tzon. Tzon, les possessions, le travail, tout ce qui est à l'extérieur, ça, c'est la souka. On n'a pas la même place à ces choses-là. Il faut faire la part des choses. Il faut arriver à créer cette séparation entre les deux. C'est quelque chose qui est très important à faire. Donc, on a vraiment besoin de le faire. Et donc, le baït, c'est quoi? Encore une fois, c'est mon couple, c'est ma famille, dans cet ordre-là. Et j'ai besoin de créer ce sentiment de sécurité. Ça va être les murs de cette maison-là, qui sont des murs fermes, durs, qui vont protéger mon couple, protéger ma famille. On a besoin de créer cette porte qui est l'accessibilité pour permettre à ma femme, à mon mari, de me savoir accessible. Et on a besoin de remplir cette maison avec les meubles. Et les meubles, c'est tout ce qui va pouvoir pour se développer, exister à l'intérieur de cet espace que j'ai créé. On a créé un espace de sécurité, on a créé un espace où chacun se sent bien. Et maintenant, il faut permettre à chacun de pouvoir s'exprimer. Et c'est différent pour chacun. Parce qu'il y a des enfants qui ont besoin de lits de bébé et il y a des adultes qui ont besoin de grands lits. Ça doit être adapté à la personne. Il y aura peut-être la chambre des garçons et la chambre des filles. Les couleurs vont être différentes, les meubles vont être différents. Ça doit être adapté à chaque personne. Et c'est comme ça, c'est ça les meubles. C'est vraiment aussi de choisir, voilà ce que je laisse rentrer, ce que je ne laisse pas rentrer. Et c'est quelque chose de très important. Et il y a une fameuse histoire du chassid qui était voir le Maguid de Mezrich. Et je vais le mettre dans les contextes, dans les mots dont on est en train de parler. Plus ou moins, il a dit au Maguid, voilà, j'ai du mal avec la souka et la baït. C'est-à-dire, j'ai tout un tas de choses qui me rentrent dans la tête et j'arrive pas à m'en écarter. Qu'est-ce que je peux faire? Et le Maguid lui a dit, c'est quoi? C'est une très bonne question. Va voir mon élève, Rabbi Zev Wolf de Jitomir. Jitomir, c'est une ville en Ukraine. Rabbi Zev Wolf habitait là-bas. Et donc, il a dit, voilà, va le voir. Il va pouvoir t'aider avec ça. Donc, il va voir. C'était pendant l'hiver. Il arrive à Jitomir de Mezrich en nuit, en plein, il est 10 heures du soir, 11 heures du soir, une nuit d'hiver de Russie. Il fait froid, il neige,
et il est dans le noir, etc. à l'extérieur, il frappe à la porte, personne ne lui répond. Il frappe, personne ne répond. Et c'est pas qu'il n'y a personne, il regarde par la fenêtre, il voit le Wolf qui passe, etc. Les gens sont réveillés, personne ne lui ouvre la porte. Et ça a pris comme ça pas mal de temps. Après un bon moment, lui, frappé, etc. Le Wolf lui ouvre la porte, il le fait entrer, Shalom Aleichem, comment ça va? Bien très chauffé, lui sert du thé, etc. Bon, il prépare une chambre et euh, il va passer un bout de temps là-bas. Et après, je sais pas, un jour ou deux, ce monsieur dit à Reb Wolf, voilà, il faut que je vous explique. Je suis là parce que j'avais posé une question à Magid de Mezrich, qui est comment est-ce qu'on fait pour pouvoir arriver à ne pas avoir tout un tas de trucs qui me rentrent dans la tête et qui me confusent. Et honnêtement, ça fait déjà quelques jours que je suis chez vous et j'arrive pas à trouver la réponse à ma question. Et Wolf lui dit, comment ça tu n'arrives pas à trouver la question? La réponse à ta question. Je t'ai répondu avant même que tu rentres chez moi. Regarde, mais comment ça? Bien sûr. Tu te rappelles le premier soir quand tu es venu, je t'ai pas ouvert la porte? Oui, bien sûr, je me rappelle. Et voilà, c'est ça la leçon. Chez soi, on fait rentrer qui on veut. Et on ne fait pas rentrer ceux qu'on ne veut pas. Il faut arriver à avoir la force et le courage de dire qu'il y a certaines choses qui ne rentrent pas. La négativité, la colère, le travail des fois. Il y a certaines choses, il y a des choses qui sont à l'extérieur. Et le travail, ça peut être tout un tas de distractions aussi. Maintenant, quand je parle de distraction, il faut bien réfléchir peut-être à son action Rav, son HPA, ou avec son mari ou sa femme, discuter quelles sont les choses qui sont importantes ou pas. Parce que des fois, un shiur, ça peut être très important, des fois, un shiur, ça peut être une distraction, des choses qui sont encore plus importantes. Une chose pour le minyan. Des fois, le minyan, ça peut être aussi une distraction de choses qui sont très importantes. Donc, il faut arriver à réfléchir, et ce n'est pas une chose qu'on peut toujours décider soi-même, parce que ça change, et bien sûr, ce n'est pas la même chose quand on a des bébés à la maison, quand on est sort de la maison, etc. Il y a des choses qui évoluent dans la vie. Okay. Il y a des années où Shabbat Ma'achim, je restais chez moi à la maison, je faisais Télim à la maison parce que les enfants dormaient encore et je voulais pas les réveiller, qu'ils puissent se reposer, etc. Et une fois que j'ai plus d'enfants à la maison, ben, je vais à la shul, Shabbat Ma'achim, pour faire les Télim. Mais je n'ai pas la même excuse, je reste sur mon canapé. La situation a changé. Mais on a besoin de permettre ça. Donc on a, comme on l'a dit tout à l'heure, on a ce foyer-là. Ce foyer-là, c'est la sécurité à la maison. Ensuite, on a l'accessibilité. Et ensuite, on a remplir cette maison de lumière. Et ne pas confondre encore une fois les choses qui sont superficielles. Il faut qu'on prenne la décision, peut-être prendre avec un bout de papier, avoir une discussion avec soi-même. Et on peut avoir des discussions avec soi-même. Vous savez, il y a une histoire, il y a un monsieur qui est très important dans la communauté juive aux États-Unis, qui est s'appelait, c'était un Rav, Rabbi Weinberg, Weintraub, pardon, Weintraub. Et ce monsieur Weintraub, qui était pendant longtemps le président de OU. Comme vous connaissez peut-être la cacheroute OU, mais c'est une grande organisation aux États-Unis qui va beaucoup plus loin que juste la cacheroute. La cacheroute, c'est une de leurs branches, mais c'est quelque chose de très important. Moi, c'est très important aux États-Unis et dans le monde, mais disons aux États-Unis. Donc, ce M. Van Reb, quand il était jeune rabbin, il était le rabbin dans, euh, dans l'État du Maryland aux États-Unis, dans une communauté dans l'État du Maryland. Et il était jeune rabbin de communauté. En même temps, il voulait devenir avocat et il ne savait pas trop quoi faire, dans quelle direction prendre sa carrière. Rester dans le rabbinat, devenir avocat, etc. Il a décidé d'appeler le secrétariat du rabbi. Ce n'est pas quelqu'un qui est Chabad, mais il a décidé d'appeler le secrétariat du rabbi. Il appelle le secrétariat du rabbi et il a le Rav Khadakov au téléphone et il lui explique qu'il voudrait avoir un rendez-vous avec le rabbi. Alors, Fradakov lui explique que c'est compliqué, le rendez-vous avec le rabbi, c'est des mois et des mois à l'avance, c'est 6 mois à l'avance, c'est pas comme ça juste avant de prendre un rendez-vous et on arrive le lendemain, c'est assez compliqué. Et ce monsieur, ce rabbin dit, mais c'est quand même c'est assez important, c'est assez urgent, je suis dans une situation, vraiment, je suis à un carrefour, si on peut dire, j'ai vraiment besoin de prendre une décision, etc. Alors, Fradakov lui dit un instant, et quelques secondes plus tard, il entend comme s'il y a l'impression qu'il y avait un autre téléphone qui était levé, et il y a le rabbi sur le téléphone, le rabbi sur la ligne. Et le Rav Khadakov explique au rabbi ce qui se passe. Il dit voilà, ce rabbin-là, il n'a pas donné son nom, il n'avait pas donné son nom, habite dans l'État du Maryland, aux États-Unis, et il a cette question, etc.
Et le rabbi répond à Fradakov, dis-lui que dans l'État du Maryland, il y a un rabbin qui s'appelle rabbin Weinreb et qui lui parle avec lui. C'était lui. Alors il était d'abord choqué que le rabbi sache qu'il existe, et qu'il existe, qu'il est rabbin dans le Maryland. Alors il dit au Fradakov, mais c'est moi-même, c'est moi, Weinreb. Alors Fradakov dit ça au rabbi, le rabbi lui dit, bah, dans ce cas-là, qu'il ait une conversation avec lui-même. Et ce rabbin Weinreb qui a raconté l'histoire, il a raconté souvent cette histoire-là. Il dit effectivement, des fois, on a besoin d'avoir une conversation avec soi-même. Des fois, c'est bien d'avoir avec quelqu'un d'autre, mais des fois, c'est bien avec soi-même. De commencer à faire le tri, si on peut dire, des choses qui sont importantes et moins importantes. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas essentiel? Des fois, l'idée, c'est de dire, OK, dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que ça va encore compter ou pas? Une des choses qui est importante, c'est l'investissement qu'on fait dans son couple. C'est quelque chose qui va durer. L'investissement qu'on va donner dans ses enfants, dans le positif. C'est vrai au niveau de la discipline. Quand je vais dire à mes enfants non, oui, ça, etc., est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important à long terme, mais c'est quelque chose qui est dans l'urgent, mais pas dans l'important? Et réfléchir à mon approche par rapport à ça. Donc, on a besoin de permettre aux gens de s'exprimer. Et encore une fois, c'est l'immeuble de la maison, si on peut dire, adapté à chacun des enfants. Alors, pour conclure ça, et donc, la maison, l'histoire de Yaakov, cet enseignement de ce passouk, est un des enseignements, bien sûr, de ce passouk-là, et que, comme je le disais tout à l'heure, le voyage de Yaakov, c'est notre mission aussi. Toute l'histoire de Yaakov, c'est la mission d'Am Israël, mais c'est aussi la mission de chacun, de chaque juif. On a cette mitzvah, on a cette mission de construire Dira Betartonim, et Dira Betartonim, ça commence aussi dans nos foyers aussi. Cette maison pour Hachem, c'est une maison à l'intérieur de nous aussi. On a besoin de créer une stabilité chez nous à la maison. On a besoin de faire en sorte que les gens de notre famille se sentent en sécurité. Et bien, ça inclut la shrina, bien sûr. Alors, la question avec laquelle je vais vous laisser, qui est, quelle est l'étape que vous allez prendre? Quelle est une étape concrète que vous allez prendre cette semaine pour retirer un peu du temps et de l'énergie qui est investie dans nos sous-côtes, des choses qui sont un peu plus surface, externelles, préoccupations externelles, et rediriger cet investissement de manière délibérée dans notre baït, dans la permanence, dans mon conjoint, ma conjointe. Une chose cette semaine que vous allez pouvoir faire, qui va être de prendre encore une fois un peu de temps de toutes ces distractions externelles et de les investir dans le couple. Et que Bezrat Hashem, quand on aura fait ça, on sera un peu plus avancé vers la Terre Sainte, comme Yaakov, et Bezrat Hashem de créer ce dira betartanim global et cosmique pour Hashem, avec l'avenue du Mashiach, de Mer Abiamel Mamash. Merci. Amen. Merci infiniment, rapporteur. C'était central comme conférence. Merci beaucoup de l'avoir partagé avec tellement de clarté. Il y a une petite question qui a été posée. Vous y avez Oui. répondu quand même tout au long de la conférence, mais voilà, je sais que c'est généralement quelque chose qui revient. Voilà, comment faire dans un quotidien ultra chargé avec les enfants, tout ça, pour prioriser le couple et surtout trouver le temps pour. C'est une bonne question. Je vais commencer à répondre par deux histoires. Une histoire, la première histoire, c'est une histoire que le rabbi précédent racontait. Et qu'il y avait dans une grande ville un monsieur qu'on appelait le Yeshuvnik. Yeshuvnik, en général, c'est un terme dont on se sert pour quelqu'un qui habite dans un Yeshuv, ou maintenant la version moderne, c'est un Moshav, un petit village. Mais la raison pour laquelle on appelait ce monsieur de Yeshuvnik, c'est pas parce qu'il habitait dans un petit village, il habitait dans une grande ville, mais c'est parce qu'à chaque fois qu'on lui demandait quelque chose, qu'il fallait qu'il aille faire quelque chose, qu'il y avait une certaine demande qui lui était imposée, ou demandée, il répondait en yiddish, mais il y a l'équivalent en hébreu, en yiddish c'était Medav Sech Meyashev Zain. Il faut réfléchir, je vais y réfléchir. Une fois, on avait besoin de lui pour un minyan. Il y avait dans la synagogue 9 personnes qui étaient en train de prier, et lui, il était dans un coin en train d'étudier. Il y a quelqu'un qui est venu le voir, il dit, viens, on a besoin, viens avec nous, viens nous rejoindre, tu es le 10e pour le minyan. Il a répondu, Medav Sech Meyashev Zain, je vais y réfléchir. Mais comment, t'exagères, c'est d'être le 10e pour un minyan, qu'est-ce qu'il y a à réfléchir? Il a dit, non, non, non.
Il n'y a rien que je fais sans que je réfléchisse. Il faut que ma vie soit pas contrôlée. C'est pas une question d'un truc mathématique, mais je veux pas faire juste parce qu'on me le demande, parce que le téléphone sonne qu'il faut que je réponde. Donc, il y a une certaine discipline à avoir qui est que je dois prendre cette priorité et que si c'est pour moi quelque chose qui est important, et il n'y a pas de secret. Quand on parle d'Avoda ou Avodat Hashem, Avoda, c'est du travail. C'est une habitude à prendre. C'est comme tout. C'est comme aller à la salle de sport, c'est comme faire un régime, c'est comme n'importe quoi. Et pour les enfants, ça prend à se brosser les dents. Il y a des habitudes à prendre. Et je ne sais pas, je n'ai pas de solution facile que je pourrais donner à quelques gens en disant, voilà, si on fait ci, tout va bien se passer. Des fois, il y a des efforts à faire, ne serait-ce que les efforts de prendre du temps. C'est peut-être mettre quelque chose dans son téléphone, un rappel dans son téléphone, qui est qu'il faut avoir la discipline de se dire, OK, je vais prendre, ça dépend de la vie de chacun, une demi-heure, une heure par semaine, par 2 semaines, par mois, en fonction des demandes du travail, des enfants, etc., où on va passer du temps, mon mari et moi, ou ma femme et moi, ensemble. Et c'est une priorité. Et à moins qu'il y ait une urgence, ça reste comme ça. Et les urgences, c'est pas nécessairement un nouveau chiot, quelqu'un qui m'appelle. Des fois, effectivement, il y a des choses, il y a des urgences qui arrivent. Mais des fois, il y a des urgences qui arrivent tous les jours parce qu'on ne sait pas dire non. Donc, on a besoin d'apprendre à dire non. Voilà. Ce soir, j'ai un rendez-vous. J'ai pas pensé quand je dis de deux histoires, c'est pas ça que je pensais, mais je pensais à une autre histoire. Mais bon, j'ai de Bachoum à la Yeshiva chez nous et je partage avec une histoire, enfin une histoire, c'est une petite vignette qui m'est arrivée. Un Bachoum qui me dit voilà, cet après-midi, je serai pas au Seder parce que j'ai pris le rendez-vous pour mon permis. Je dis ok, mais imagine si tu avais rendez-vous chez le dentiste après-midi, est-ce que tu aurais pris un rendez-vous pour le permis le même après-midi? Non. Donc, clairement, c'est une question de priorité. Donc, pourquoi est-ce que l'étude, ça saute et ça aurait été un rendez-vous chez le dentiste, tu aurais regardé ça. La même chose par rapport à ça. Si j'ai un rendez-vous, comme j'ai un rendez-vous chez le dentiste, ben, je ne vais pas, ce soir-là, voilà, le mercredi, de 20h à 21h, je mis dans mon calendrier rendez-vous important. Je ne vais pas nécessairement le changer parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Après, ça peut être le rendez-vous, ça peut être aller faire les courses ensemble le Shabbat. On a besoin d'aller faire les courses, d'aller au supermarché. Au lieu d'avoir madame toute seule qui va faire les courses, si on peut, s'il y a les enfants, s'il y a un babysitter, etc. Encore une fois, ça dépend des circonstances. Et des fois, il faut être un peu imaginatif, je veux dire. Euh, on peut passer du temps. Voilà, on va faire les courses ensemble. C'est le temps qu'on peut se passer. On n'a pas d'autre temps, mais on peut faire ça ensemble. Donc, il faut avoir cette discipline-là. L'autre histoire à laquelle je pensais, c'est l'histoire du Rav Steinsaltz, qu'il a raconté plusieurs fois, qui dit qu'il est arrivé un moment dans sa vie où il avait tellement de projets, il ne pouvait plus. Il faut comprendre que le Rav Steinsaltz, c'est quelqu'un qui, bien sûr, donnait des conférences, qui écrivait, qui avait un réseau de yeshivot, d'écoles, qui a bien sûr traduit toute la Gemara, tout le Tanakh, toute la Mishnah, et écrit d'autres livres. Une traduction du Tanya, donc c'est quelqu'un qui a écrit énormément, qui passe énormément de temps à travailler, à écrire, etc. Il arrive un moment, il y avait un autre projet. Il a dit, voilà, j'ai 2 projets devant moi. Les 2 sont très importants. Les 2, la manière dont il les décrit, c'est que les 2, ce sont des choses qui sont des travails à temps plein. Lequel je prends, lequel j'abandonne. Il écrit au rabbi. Avec cette question-là, j'ai 2 projets extrêmement importants qui vont prendre énormément de temps. Lequel je fais? Et le rabbi lui a répondu les 2. Et d'ailleurs, non seulement ça, le rabbi lui a rajouté un 3e projet. Il a dit, je ne sais pas comment, mais j'ai eu du temps pour faire tout ça. Bon, il a donné un exemple de la physique, que des fois, quand on compresse les gaz, on arrive à un certain moment où ça passe pas, mais à un certain moment, avec un certain degré de pression, ça se libère. Je ne me connais pas assez en physique pour expliquer le phénomène, mais c'est l'exemple qu'il a donné. Donc, il dit effectivement, des fois, on a l'impression qu'on n'a pas de temps. On peut essayer de trouver du temps. Donc, c'est peut-être quelque chose où il faut s'asseoir avec des couples pour essayer de trouver une solution, etc. Mais c'est important que ce soit une priorité. On passe du temps. J'espère avoir répondu à la question, mais c'est vraiment, c'est une discipline. C'est une discipline à prendre. Voilà, je mets dans mon calendrier. À moins qu'il y ait vraiment quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Moi, je me fais du temps. Et le temps, il faut qu'on trouve, il faut qu'on parle, qu'est-ce qui marche pour toi, pour moi, etc. Et il faut être raisonnable. Si c'est pas raisonnable, ça va pas tenir. Donc, il faut que ce soit la durée de temps qui soit raisonnable, la fréquence qui soit raisonnable. Et ça dépend de chaque couple et ça dépend, encore une fois, au fur et à mesure des années. Il y a des moments où tout le monde est à l'école, on peut se permettre peut-être dans la journée. Il y a des moments où le soir, on ne peut pas. Ça dépend de plein de choses.
Mais c'est important de se donner cette discipline d'investir dans son couple. D'investir, c'est aussi passer du temps ensemble et, et d'être là à l'écoute de l'autre. Et ça prend peut-être un peu moins de temps dans le sens où on n'est pas obligé de mettre ça dans son calendrier. C'est une attitude qui va peut-être des fois changer en disant, demander à sa femme, demander à son mari, qu'est-ce que moi je peux faire pour toi, pour t'aider, pour t'alléger la vie, pour que tu sens plus aimé, plus en sécurité. Et des fois, c'est des petits changements. C'est pas des choses extraordinaires, mais il faut, dans sa tête, pouvoir essayer de changer les choses en créant cette priorité. Et voilà, j'espère avoir répondu. Si je ne l'ai pas, dites-le moi. Si, si, je pense que c'était une réponse très complète. Merci infiniment, Rave Frankfurter. Magnifique. Merci. Alors, bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais